On parle souvent de la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement français. On parle beaucoup moins du côté économique de la situation. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Je suis tombée par hasard sur un tweet, plutôt sur un thread, donc c'est un fil de tweets, d'un économiste qui s'appelle David Kela. Et cette analyse, je l'ai trouvée très pertinente, très intéressante. Et en plus, j'ai tout compris, sachant que j'ai pas beaucoup de notions en économie. Bien souvent, quand j'entends des analyses d'économistes, je trouve pas beaucoup de sens. Là, je trouve que tout est cohérent, très intéressant, très bien synthétisé. Et donc, en lisant ce thread, je me suis dit qu'il fallait en faire une petite vidéo, parce que bien souvent, il y a tellement de tweets, tellement d'informations qu'on n'a pas forcément le temps ni l'occasion de tomber dessus. Et je me dis qu'en vidéo, au moins, vous pourrez même l'écouter, le partager facilement, apprendre des choses et informer les gens. Alors, je dis pas que cette analyse est forcément une vérité absolue. C'est un point de vue d'un économiste, mais bon, je la trouve très intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. David Kela, c'est un enseignant-chercheur en économie à l'université d'Angers. C'est aussi un maître conférencier et membre du conseil d'administration des économistes atterrés. Il a écrit plusieurs livres. Son dernier ouvrage est sorti le 27 octobre dernier. Il s'appelle Populisme et néolibéralisme. Je vous conseille d'y jeter un œil. Et en attendant, je vous lis son analyse. Le déconfinement s'est transformé en reconfinement. C'était prévisible. L'évolution épidémique était dans les chiffres hospitaliers du mois de septembre. Mais cela n'a pourtant pas été envisagé en haut lieu et on constate la même impréparation économique. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, le taux de reproduction est estimé à 1,3, ce que confirme la dynamique des réanimations dont le nombre s'accroît de 30% chaque semaine. Sans baisse du taux de reproduction, on aura 7000 personnes en réanimation d'ici la mi-novembre. Après le confinement, le pari du gouvernement était une reprise spontanée et rapide de l'économie, une fois les contraintes sanitaires levées. Les ménages avaient épargné durant le confinement, ils allaient consommer en masse et relancer l'activité. Une première victoire, qui n'a pas duré. Dès que le reconfinement s'est accéléré, la contagion a repris de plus belle et le R, taux de reproduction du virus, est repassé au-dessus de 1. Mais il fallait que les Français dépensent et prennent des vacances pour préparer le plan de relance. Pendant cette période, le gouvernement a voulu tourner la page Covid. Bruno Le Maire annonce que la dette Covid serait cantonnée. Et les réformes engagées avant la crise sanitaire, retraite, chômage, etc., sont remises en chantier. Bref, retour à la normale. À la rentrée, la stratégie, c'était le déni du Covid. Le fameux plan de relance ne comportait aucune création d'emplois. Malgré le Ségur, on poursuivait les fermetures de lits. Les jeunes diplômés qui trouvaient porte close sur le marché du travail, ce n'était pas un problème. En septembre, le gouvernement annonce un plan de relance en trompe-l'œil. 100 milliards en 2 ans, largement consacrés non pas à augmenter l'activité productive par la commande publique, mais à améliorer la compétitivité des entreprises en baissant leurs impôts. Pour le volet activité, le gouvernement comptait sur les dépenses des ménages dont il pensait qu'ils allaient liquider leur épargne accumulée au printemps pendant la période des fêtes. Sans voir que sur le plan sanitaire, la situation était en train de déraper totalement. Pendant 2 mois, le gouvernement est dans un double déni. 1. Déni sanitaire alors que les chiffres s'affolent et que la croissance de l'activité Covid des hôpitaux croît de 30% par semaine. 2. Déni économique en faisant le pari d'un rapide retour à la normale. Or, rien n'est normal dans la situation économique depuis mars dernier. Rien ne reviendra à la normale. Vous avez aimé les vagues de Covid et les joies des exponentielles ? Vous allez adorer le tsunami de faillite et ses effets en cascade. Explication. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, depuis 6 mois, malgré un effondrement de l'activité économique, on ne voit pas le chômage exploser, ni les faillites se multiplier. Pourquoi la bourse semble tenir ? Pourquoi aucune banque n'a fait faillite ? En fait, quand on regarde les chiffres, il y a une sorte de paradoxe inexplicable. Depuis le mois de mars, on constate un effondrement du nombre de faillites par rapport à une année normale. Ce phénomène s'explique très bien. Pour faire faillite, une entreprise doit réunir les 2 conditions suivantes. 1. Avoir une dette supérieure à son patrimoine. 2. Ne plus pouvoir payer ses factures. La condition 1 reflète un problème de solvabilité. La seconde, de liquidité. En général, quand une entreprise n'est plus solvable, elle finit assez vite par ne plus avoir accès à la monnaie une fois que sa trésorerie tombe à 0. Car aucun organisme de crédit ne souhaite prêter à une entreprise non viable. Mais avec le prêt garanti par l'État, le PGE, et le chômage partiel, les entreprises n'ont plus du tout intérêt à faire faillite et peuvent facilement l'éviter. Le chômage partiel permet à toute entreprise de continuer de payer ses salariés. Avec le PGE, elle repousse sa faillite. Quand une entreprise non viable économiquement parvient à poursuivre son activité et repousse indéfiniment sa faillite
en recourant à l'emprunt, on dit qu'il s'agit d'une entreprise zombie. Morte sur le plan économique, mais vivante sur le plan administratif. Le PGE s'est traduit par un phénomène relevé par la Banque de France. Entre février et juillet 2020, la trésorerie des sociétés non financières a augmenté de 170 milliards d'euros et leur endettement s'est accru de 175 milliards. Autrement dit, le PGE a permis de maintenir de nombreuses entreprises en survie artificielle et donc leur a permis de distribuer des salaires via le chômage partiel. Il y a donc non seulement des entreprises zombies, mais surtout des centaines de milliers d'emplois zombies. Durant sa phase de déni, en septembre-octobre, le gouvernement a, semble-t-il, décidé d'accélérer la distribution de PGE, espérant sans doute que les morts allaient se relever grâce à la consommation des ménages. Une anecdote à ce sujet. J'ai une amie qui a racheté un magasin de fleurs en septembre 2019. Évidemment, sa boutique a été très durement touchée par le confinement du printemps. En juin, elle fait une demande de PGE qui lui est refusée car son entreprise a moins d'1 an d'existence. L'été passe et sa situation ne s'améliore pas. Malgré un été plutôt bon sur le plan commercial, son entreprise de 2 salariés n'est pas rentable. En octobre, elle doit se mettre en cessation de paiement. Et voilà que son banquier l'appelle pour lui proposer un PGE. Car les banquiers ont intérêt à distribuer des PGE. En cas de non-remboursement, c'est l'État qui paye. Et tout PGE permet d'engranger des intérêts et une commission. Les conseillers bancaires sont incités à en refiler le plus possible pour toucher une prime de fin d'année. Voilà comment le système bancaire se met à prêter à tour de bras à des entreprises non solvables avec la bénédiction de l'État et la bénédiction des contribuables. Cette logique ne vous rappelle rien ? Mais si, c'est le retour des subprimes, avec une nuance toutefois. Cette fois-ci, le risque n'est pas assumé par les opérateurs des marchés financiers, qui seront ensuite sauvés par l'État, mais par l'État directement. Le PGE est en train de créer une énorme bulle de faillite à retardement. Car dès que ce dispositif sera arrêté, toutes les entreprises zombies vont soudainement se retrouver en cessation de paiement. Ça, c'était la situation fin octobre, le résultat du premier confinement. Vous ajoutez là-dessus un deuxième confinement et une nouvelle vague épidémique qui promet d'être plus longue et plus forte que la première, et tout cela pendant la période des fêtes. Concrètement, que va-t-il se passer dans quelques mois ? Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Dès que le chômage partiel et le PGE cesseront, on va se retrouver avec un mur de faillite et de destruction d'emplois. Il faudra restructurer tout le secteur productif et faire disparaître les 100 000 emplois zombies. Le problème, c'est que ça va prendre des mois, les tribunaux de commerce vont être totalement embouteillés. Une procédure de faillite, c'est long, cela demande de passer devant un juge, de solder toutes les dettes, les arbitrages sont complexes. Or, tant que la faillite n'est pas prononcée, on ne peut pas calculer les pertes. Car les pertes ne reposeront pas que sur l'État. Il y a les dettes fournisseurs, les dettes de loyer, les dettes bancaires classiques. Tout le monde va se retrouver avec des pertes imprévues. Certaines entreprises qu'on croyait solides vont se révéler être zombies, et les actifs qu'on pensait posséder vont soudainement se retrouver sans valeur. À mesure que des procédures de faillite vont s'enchaîner, de nouvelles pertes vont apparaître dans des entreprises solvables. Le processus de découverte des pertes durera des mois. Des sociétés immobilières vont voir disparaître leurs loyers commerciaux, des salariés vont se retrouver au chômage, des fournisseurs ne récupéreront pas leur argent et les banques, bien sûr, vont accumuler des pertes. Voilà, ce thread, vous pouvez le retrouver dans la description, je vous mets le lien. N'hésitez pas à le relire, à le diffuser, à le partager. Je trouve que c'est vraiment un très très bon décortiquage de ce qui se passe sur le plan économique. Et si c'est vrai, ça veut dire aussi que tous les secteurs finalement vont être touchés, pas seulement les petits commerçants ou les artistes ou les restaurateurs. Et cette crise, on va difficilement pouvoir s'en sortir. Merci de m'avoir écouté. Continuez de vous informer. Courage pour cette période difficile. Quelle que soit l'issue de cette crise, quelle que soit la solution, quel que soit l'avenir qui nous est réservé, s'informer et propager des informations sourcées et variées, c'est la première étape pour lutter efficacement contre ce système à bout de souffle. Je vous remercie.